Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour leur invitation. Les anomalies à ne pas louper au premier trimestre. Alors, cette échographie, l'échographie du premier trimestre, c'est une échographie qui permet le dépistage d'anomalies sévères permettant une prise en charge précoce, adaptée, concertée avec le couple. Et elle va permettre également de dépister des anomalies qui nécessiteront des bilans complémentaires et un contrôle évolutif pour pouvoir préciser aussi bien le diagnostic que le pronostic. Alors, initialement, pour préparer ce topo, je m'étais appuyé sur le rapport de la CNEOF 2016 et comme vous le voyez là sur le diapo, la liste des items recommandés en dépistage, finalement, j'avais décidé de parler essentiellement des anomalies du pôle céphalique, puisqu'on demande le contour de la boîte crânienne, alors en plus de la longueur crânio-caudale, de l'épaisseur de la clarté nucale, essentiellement la boîte crânienne, l'aspect du cerveau, la paroi abdominale et les membres. Avec une icono qui finalement est assez limitée, avec 3 items demandés, ce qui n'empêche pas d'en produire plus, évidemment. Donc, principalement la LCC qui permet également de voir la paroi abdominale et le pôle céphalique avec la ligne médiane et la nuque. Et puis donc, au cours de ma préparation, bonne nouvelle, on m'informe qu'on élargit un petit peu le spectre des anomalies morphologiques demandées, en tout cas d'aspect habituel en dépistage, donc qui sont listés ici. Et ce qui m'a permis donc avec une nouvelle icono également, donc qui permet d'identifier les nouveaux items demandés en dépistage, donc avec les 3 premières iconographies retrouvées avec en plus la clarté intracérébrale, l'aspect de l'estomac, la visualisation de l'estomac, l'aspect du cœur et sa position, le fémur et les membres. On peut également proposer, en tout cas il est recommandé de proposer des iconographies complémentaires dans le cas de difficultés à obtenir certaines coupes. Et on peut, pour la paroi abdominale, proposer une coupe axiale, le rachis ici en sagittal, la vessie, CD du Doppler pour le cœur, et puis les membres, pas forcément montrer les 2 membres, les 4 membres ensemble. Donc pour illustrer ces items, j'ai choisi de pratiquer un examen systématique et pour chaque item demandé, en fait, d'essayer d'identifier quelles anomalies pourront être dépistées et d'élargir du coup les anomalies dépistées par rapport au rapport précédent. Alors pour commencer avec les anomalies du pôle céphalique, ce qui a été rajouté, donc, c'est essentiellement l'aspect des plexus choroïdes qui finalement en termes de ce qu'on recherchait avant. Là, si on s'intéresse en premier lieu à une pathologie sévère qui doit être dépistée au premier trimestre, avec une anomalie de contour de la boîte crânienne. Je ne sais pas si... Ah oui, vous voyez. Donc on a ici l'anomalie ici de la voûte crânienne et avec une extériorisation des structures cérébrales. Et à l'autre bout de ce spectre, on se retrouve avec une anencéphalie, avec donc une absence de tissu cérébral. Si on regarde également le contour de la boîte crânienne et la ligne médiane, on peut dépister, on doit dépister les anomalies de fermeture au niveau de la boîte crânienne, le plus souvent au niveau occipital. Donc là, dans ce cadre-là, une encéphalocèle occipitale avec extériorisation d'une grande partie du tissu cérébral et des organisations cérébrales. Ces encéphalocèles peuvent être de taille variable et parfois dans les petites encéphalocèles ou juste méningocèles, il peut nécessiter un contrôle ultérieur avec une évaluation du cerveau pour évaluer un pronostic plus précis. Et enfin, si on s'intéresse à la ligne médiane au niveau du pôle céphalique, mais en fait ça n'a pas vraiment changé. En fait, l'intérêt vraiment de visualiser les plexus choroïdes d'aspect habituel et la ligne médiane, c'est de dépister cette pathologie aussi très sévère qui est l'holoprosocéphalie allobaire avec fusion des plexus choroïdes et une vésicule cérébrale unique. Alors, le profil est un nouvel item de dépistage recommandé, avec l'aspect du profil et la présence des os propres du nez. Alors,
D'emblée, on peut préciser que l'aspect du profil va être subjectif lors d'un examen échographique au premier trimestre, qui peut être pourvoyeur de faux positifs, et que c'est important d'avoir une position neutre, hein, comme représenté sur cette image, et que finalement, on va pouvoir avoir cette image en même temps qu'on va faire la clarté nucale et puis aussi la clarté intracrânienne. Donc ça peut être subjectif, néanmoins il y a des anomalies qui sont visibles immédiatement. Alors là c'est un petit peu pixelisé, mais on a une anomalie sévère de l'étage moyen, vous voyez, avec un étage moyen de la face très, très inhabituel, et en fait on est dans le contexte d'une holoprosencéphalie dont je vous ai montré le cerveau tout à l'heure, avec une anomalie de la face visible au niveau du profil. Le spectre des rétrognatismes, alors toujours se méfier au premier trimestre, c'est que diagnostic précoce, un fœtus qui va être très fléchi, avec un menton très rentré, on pourra être pourvoyeur de faux positifs, mais néanmoins, dans les cas extrêmement marqués, comme c'est le cas là, on va avoir l'impression vraiment d'une anomalie de l'étage inférieur de la face. Une image qu'on peut être amené à identifier aussi, vous voyez, si on prend le profil habituel avec une lèvre ici habituelle, on va avoir ici un petit relief en fait qui va correspondre à un bourgeon, et donc cet aspect de profil paraît comme ça subjectivement inhabituel, et ça correspond à très belles images d'ailleurs du docteur Guise, que je remercie. Vous voyez ici on voit sur cette image là le bourgeon central en fait qui va sortir à l'image au profil, et avec ici les fentes bilatérales labiaux, alors là palatine on ne peut pas l'identifier, mais en tout cas au moins labiale. Et puis pour finir avec le profil, la question des os propres du nez, je pense qu'il faut se méfier, en tout cas la difficulté du diagnostic de l'absence des os propres du nez, mais ça aura toute son importance, c'est le cas ici par exemple, dans le cas d'anomalies associées, notamment dans l'hyperclarté nucale, ou lorsqu'on va regarder le cœur, effectivement l'association d'une absence des os propres du nez et d'hyperclarté nucale va forcément nous faire isoler le spectre plus facilement de la trisomie 21 notamment. Si on descend l'examen, on se retrouve avec les anomalies donc, cardiaques et thoraciques. Je les ai classées comme ça en fait, en utilisant les items donc, du cœur, de la position du cœur et de la position de l'estomac, parce qu'en fait, moi, dans ce que j'ai compris dans ce dépistage, l'intérêt était effectivement sur un balayage. Lorsque vous allez, il va falloir effectivement voir son estomac, mais presque plus important que le voir, c'est voir où est-ce qu'il est et de quel côté avec le situs. Et finalement, c'est associé avec la position du cœur. Ça, vous allez le faire au cours de votre examen de dépistage en balayant votre fœtus. Et puis, on va également regarder, lors de cet examen, il a été demandé de regarder l'aspect des cavités cardiaques. Et je vais vous montrer ce qu'on peut... Voilà, ça, c'est un aspect alors, de cavité cardiaque, alors avec toutes les limites parfois de la difficulté technique. Mais ce qu'on va, je pense, en tout cas, ce qui à mon sens, est demandé dans ce cadre-là, c'est être capable d'identifier deux cavités, en tout cas la symétrie des cavités, et voilà, si possible avec une septation normale au milieu, mais on ne demande pas, à mon sens, l'aspect absolument normal du septum, et évidemment la présence de CIV, il en a parlé ce matin, mais ce n'est pas la question, c'est plutôt encore une fois de se dire j'arrive pas à fabriquer la coupe habituelle, et ici, vous voyez, aussi des clichés du Dr Guise, mais en fait, quand on regarde les deux boucles, en fait, on a là l'impression que c'est un cœur qui n'est pas comme d'habitude. Encore une fois, le dépistage, il ne s'agit pas du diagnostic, on ne dira pas ce qui se passe, mais simplement se dire, j'ai l'impression que je n'arrive pas à visualiser une septation de mes cavités, et vous pouvez vous aider, c'est recommandé d'ailleurs dans les iconos, d'utiliser le Doppler couleur, et ça sera donc le cadre du dépistage de ces cœurs qu'on peut appeler univentriculaires avec une asymétrie majeure. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire le diagnostic, mais un aspect très inhabituel du cœur. Je pense que quand on prend l'habitude de regarder un aspect habituel, finalement, on peut arriver à dépister des aspects très inhabituels. Pour ce qui est de la position du cœur et de l'estomac, en fait, ouais, je vous montre une image où finalement vous allez retrouver avec l'estomac et le cœur quasiment dans le même plan de coupe. Et si vous passez en coupe sagittale, alors c'est un petit peu pixelisé. En fait, en faisant un balayage sagittal et parasagittal, en fait, l'estomac va se retrouver donc au niveau des quatre cavités, avec des quatre cavités qui sont déviées, et on sera dans le cadre. Alors, une hernie diaphragmatique probable. Encore une fois, on est au premier trimestre, j'insiste.
On est dans le dépistage là, mais c'est simplement pour orienter là dans un aspect inhabituel de votre estomac. Et cette patiente sera ensuite référée pour être évaluée. Et il faut savoir que ce type de pathologie, on aura besoin d'éléments, d'examens et d'échographie ultérieure pour pouvoir en préciser le pronostic. Et pour finir sur cette position de l'estomac et du cœur, ici vous avez l'estomac en fait qui est à droite avec un cœur qui est à gauche et on est dans une anomalie de situs au premier trimestre. On continue à descendre notre examen, on a les anomalies de la paroi abdominale. Alors ça, c'était déjà demandé. Finalement, ces anomalies de paroi, dans vos items et dans votre examen échographique, finalement, au moment où vous allez faire votre LCC et votre clarté nucale, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui sont demandées, mais qui peuvent être réalisées dans un même temps échographique. Là, si vous regardez, finalement, sur les items qui vont être demandés, vous allez à la fois avoir la paroi abdominale, ici vous allez avoir la clarté nucale, les os propres du nez, l'aspect du profil, l'aspect de la clarté intracrânienne, sur un cliché qui finalement répond aux items uniquement théoriquement de la LCC. Là j'ai ajouté, ça peut être utile, moi je le fais mais ce n'est pas obligatoire évidemment, d'ajouter le Doppler pour vous assurer et pour bien mettre une icono dans le dossier pour vous dire ben voilà. Parce qu'encore une fois, ces moments du premier trimestre, ça va être compliqué parfois lors de l'échographie ultérieure de revenir sur certains éléments, je parle notamment des membres, et c'est important notamment vraiment de faire cet examen, qu'on puisse s'appuyer sur cet examen pour les échos ultérieurs. Alors, dans ces aspects d'anomalie de paroi, on va avoir les aspects très inhabituels, là je pense que personne ne passera à côté de cette anomalie donc, qui correspond à une masse extériorisée ou plutôt non intériorisée là en l'occurrence une partie du foie et de l'intestin qui correspond à une volumineuse omphalocèle. Il faut savoir que parfois les images peuvent être un petit peu plus petites. Toujours se méfier du terme et de diagnostic différentiel avec la hernie ombilicale physiologique, jamais hésiter à contrôler après 14 semaines. Mais normalement, vous ne devez pas avoir une non-réintégration d'intestin après 14 semaines. Ici, on est dans le cadre d'une petite omphalocèle, vous voyez, sur laquelle je me suis assisté du cordon pour vérifier, du Doppler pour vérifier que c'est bien une insertion avec un cordon qui va finalement longer cette omphalocèle avec une insertion supérieure. Pareil, les omphalocèles, alors dans les omphalocèles majeurs, la discussion de la prise en charge va être prise directement avec les couples. Sur les petites omphalocèles dont j'ai parlé, l'intérêt c'est d'orienter rapidement pour un bilan, premier bilan génétique avec une biopsie trophoblaste, et puis discuter ensuite d'une évaluation plus tardive au niveau de l'échographie et de l'aspect de l'omphalocèle. L'autre anomalie fréquente de la paroi abdominale, donc est la laparoschisis, donc qui sémiologiquement, échographiquement est complètement différent, vous voyez, de l'omphalocèle, puisqu'en fait il s'agit d'anses grêles qui ne sont pas recouvertes. Donc c'est l'extériorisation des anses grêles par un orifice, et donc c'est différent embryologiquement, c'est différent dans le pronostic, et a priori, dans l'extrême majorité des cas, c'est isolé. Et donc, sauf complications au cours de la grossesse, c'est une pathologie qui aura un bon pronostic. Donc, théoriquement, dès le premier trimestre, en tout cas premier trimestre tardif, on peut en tout cas avoir un discours qui va être différent de celui du discours de l'omphalocèle. Alors, les anomalies rachidiennes, les items de dépistage, là, je trouve que c'est effectivement dans les images qu'on va faire au cours des images demandées, on va pouvoir voir les items demandés. Après, les convertir en images inhabituelles, il faudra vraiment prendre l'habitude de regarder cette zone-là et puis prendre l'habitude de faire une image d'un fœtus qui va être décollé de l'utérus. Et finalement, quand on prend cette habitude-là, je pense que c'est tout à fait accessible. Après, encore une fois, ce qu'on demande, c'est un aspect inhabituel. Et cet aspect inhabituel ne veut pas dire diagnostic, et veut juste dire réorientation, et parfois vraiment pas hésiter à faire un contrôle ultérieur. Donc ici, alors c'est aussi des clichés du Dr Gietz avec, alors c'est pas l'image très habituelle qu'on va attendre de l'anomalie de clarté intracrânienne, mais ici en fait on va voir qu'on n'aura pas les trois espaces habituels et qu'en fait on va avoir la disparition en l'occurrence là de la grande citerne. Et en fait si dans ces cadres-là on a un aspect inhabituel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fabriquer l'image habituelle qu'on a d'habitude, ben, là, dans ce contexte-là, on se dit, j'irais bien regarder un petit peu plus attentivement le rachis. Et vous voyez qu'ici, on va
va pouvoir mettre en évidence une anomalie, en tout cas un aspect inhabituel du revêtement cutané et du rachis, avec la possibilité, je parle là sans diagnostic, mais en tout cas suspecter une non-fermeture du tube neural. On a presque terminé, on va finir sur les anomalies de membres et vésicales. Les membres, c'était déjà demandé de les regarder et en fait c'est vraiment utile parce que ces anomalies-là, enfin c'est à ce moment-là au premier trimestre, notamment aussi chez les jumeaux, qu'on va pouvoir avoir accès à certaines anomalies, les agénésies, les anomalies de segmentation qui vont être très proximales. Alors, la difficulté toujours du discours dans ces cadres-là, très compliqué, on s'appuie toujours dans ces images inhabituelles sur l'adressage et la référence. Mais néanmoins, je pense que c'est vraiment un moment important pour regarder les membres. Vous pouvez mettre en évidence ici donc un aspect habituel et puis ici, alors en 3D, mais qui n'est pas du tout obligatoire de faire du 3D, un aspect d'anomalie réductionnelle de la main. Ici, des anomalies de position, alors une anomalie avec, en général, une anomalie de l'avant-bras associée, donc qui donne des anomalies de position de la main à type de main-botte qui sont le plus souvent associées. Donc ça, c'est des anomalies fixées. Ici, lorsqu'on demande de regarder le fémur, alors de le mesurer ou pas, mais en tout cas au moins de le regarder, l'important c'est, vous voyez qu'on voit pareil en balayage que, encore une fois, le dépistage, ce qui compte c'est qu'est-ce que j'arrive à faire comme image d'habitude et pourquoi j'arrive pas à les faire à l'heure actuelle. Et là, vous n'arrivez pas à fabriquer des images habituelles parce que ce qui frappe, en tout cas ce qui me frappe, c'est que les os sont très inhabituels, très courts, en tout cas plus courts que ce qu'on pourrait attendre à ce terme-là, de façon bilatérale, avec des malpositions. Et on a associé un thorax très étroit à ce terme-là, qui pourrait, alors ça c'est plus évidemment de l'ordre du diagnostic, mais on est dans le cas ici, en tout cas d'une chondrodysplasie sévère, et qui a été dépisté sur des anomalies en aspect inhabituel des os longs. Une image plus exceptionnelle de Sophie Delahaye, mais qui, je pense, est vraiment importante de dépister au premier trimestre, avec anomalies majeures et fusion des membres inférieurs et des anomalies pelviennes qui sont de pronostic très sévères. Voilà, la visualisation de la vessie, on termine rapidement. Donc la vessie, elle est demandée d'être regardée. Moi, je pense que si on ne la voit pas, vraiment, c'est le moment de contrôler. N'hésitez pas à vérifier avec c'est d'ailleurs demandé de mettre le Doppler. Je pense que l'intérêt, c'est notamment de dépister des anomalies très inhabituelles. Encore une fois, de la même façon que la grosse omphalocèle de tout à l'heure. Je pense que c'est des anomalies pour lesquelles, enfin en tout cas, quand on parle d'une anomalie à ne pas louper, elles en font clairement partie. L'hyperclarté nucale, je passe très vite, elle fait partie de l'item de dépistage, vous connaissez par cœur. Néanmoins, vraiment prêtez attention et c'est encore l'occasion de se dire que plus vous allez avoir une clarté nucale de qualité, vous aurez tous vos critères associés et ça vous aidera pour la suite. Très rapidement, l'écho du premier trimestre, c'est l'occasion, et la plupart des patientes n'ont jamais regardé leurs ovaires, c'est l'occasion, n'hésitez jamais, en voie suspubienne, en fait, vous pouvez être alerté par une image de grande taille, et surtout ce qui va vous alerter, c'est si cette image, en plus d'être anéchogène, elle est le siège d'une lésion, ici en l'occurrence une végétation avec un vaisseau, et en l'occurrence c'était un kyste borderline. Cette patiente a été opérée au cours de la grossesse, mais ça c'est une autre affaire pour la prise en charge. Mais c'est vraiment le moment où on peut s'intéresser aux annexes, et on va nous en parler juste après avec le docteur Franchinard, mais ici c'est le cas d'une patiente pour terminer, vous voyez, où donc d'un cas assez rare de fœtus sain et de grossesse molaire associée. Et avec ici l'aspect caractéristique du trophoblaste, on va en reparler, donc je passe vite, mais avec ce qu'on appelle en nid d'abeille, ou très porteur de nombreux kystes. Voilà, en conclusion, donc c'est l'examen, je pense que l'intérêt de ces nouveaux items, c'est vraiment que finalement, beaucoup de gens regardaient déjà ces choses-là. Là, c'est de systématiser cet examen. Le but n'est pas de trouver et de diagnostiquer, encore une fois, mais de dépister par des aspects inhabituels et des coupes qu'on n'arrive pas à fabriquer et que finalement, si on s'entraîne à les faire, l'aspect inhabituel va progressivement vous alerter et ça va permettre d'une part le dépistage des pathologies sévères, mais ça c'était aussi le cas dans les anomalies céphaliques notamment, et ne jamais hésiter à faire un contrôle à un terme plus avancé et à expliquer et avoir une prudence
dans le discours vis-à-vis de ces couples. C'est quand même la première fois en général qu'on leur fait une échographie. Et c'est un moment très compliqué dans l'annonce de ces anomalies. Ne jamais hésiter à recontrôler et à patienter 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour évaluer le diagnostic. Voilà, je vous remercie de votre attention.